Alors, Pascal Bida, un politicien centrafricain qui était candidat à la présidentielle de 2015, a récemment déclaré sur les médias que la procureure de la CPI lui aurait dit que le dossier Gbagbo était vide et que sa détention continue résulte simplement d'une pression de la France. Est-ce que vous pensez que cette déclaration peut influencer le cours du procès actuel de Laurent Gbagbo? Non, la France-Afrique se moque bien de tels discours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France aujourd'hui est face à un dilemme où elle change carrément de politique vis-à-vis de l'Afrique, où elle s'enfonce dans la voie qu'elle a choisie jusqu'à sa défaite finale. Et donc, si elle ne prend pas conscience qu'elle doit changer de politique vis-à-vis des Africains, et donc ce changement de politique doit faire l'objet d'un dialogue, et donc d'une renaissance, je dirais, d'une politique de coopération d'égal à égal dans la justice économique, eh bien la France sera perdue. Elle va se perdre comme beaucoup d'empires ont perdu pratiquement leur richesse et leur puissance. Vous pouvez vous rappeler de l'Espagne. Le roi d'Espagne parlait de son empire comme un empire où le soleil ne se couchait jamais. Mais lorsqu'ils ont perdu les Amériques, eh bien aujourd'hui l'Espagne ne peut plus se prévaloir de cette suprématie-là. Quand le Portugal a perdu ses colonies en Afrique, eh bien aujourd'hui on voit ce qui arrive. Et la France, évidemment, voit le danger venir et au lieu de changer de politique, veut continuer cette même politique de prédation. C'est pour cela, si la France reste aveugle, eh bien elle va continuer à maintenir Laurent Gbagbo en prison pour mieux continuer à soutirer sa richesse de l'Afrique. Et donc, si elle continue dans cette voie, eh bien, ça sera tant pis pour elle. Parce que les Africains ont pris conscience et elles se battront jusqu'au bout pour libérer ce continent-là des accords de coopération qui ont été signés en secret entre des chefs d'État qui avaient des intérêts convergents. Aujourd'hui, l'éducation des peuples africains fait que tout le monde sait lire et écrire et tout le monde voit l'injustice qui est causée par ces accords-là. Et nous ne voulons plus. Si Laurent Gbagbo venait à être libéré aujourd'hui, est-ce que vous allez pratiquer la théorie de la revanche? Donc, parce que bon, on voit très bien qu'en ce moment, il n'y a que le camp Gbagbo qui comparaît, que ce soit à la CPI ou même au tribunal d'Abidjan avec Simone Gbagbo, mais aucun membre du camp Ouattara n'a été interpellé ou bien ne comparaît dans une quelconque cour. Donc, est-ce que vous allez demander à ce que justice soit faite contre les autres aussi? Vous savez, il y a deux types de politiciens. Il y a ceux qui sont hémiplégiques, qui pensent que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est leur parti qui est au pouvoir et donc qui doit occuper tous les postes. Et puis, il y a des politiciens qui ont une vision de rassembleur, qui pensent que quand ils ont pris le pouvoir, ils prennent le pouvoir au nom du peuple dans sa totalité. Laurent Gbagbo s'inscrit dans cette vision-là. Et donc, si Laurent Gbagbo devait prendre sa revanche, eh bien, il aurait pris en 2000 quand il a pris le pouvoir. Puisqu'avant 2000, il n'a fait que faire de la prison. À chaque étape de son parcours politique, que ce soit en 70, que ce soit en 80, etc., à chaque étape, eh bien, Laurent Gbagbo s'est retrouvé en prison. Y compris même en 92, lorsque lui, sa femme, son fils se sont retrouvés en prison avec ses camarades, ses collaborateurs. Pratiquement toute la gauche ivoirienne était en prison. Il a pris le pouvoir en 2000, il n'a pris aucune revanche sur qui que ce soit. Au contraire, il a tendu la main à ses bourreaux. Voilà l'homme, Laurent Gbagbo. Donc demain, la voie que Laurent Gbagbo a préconisée, et va préconiser certainement, ou que toute la gauche ivoirienne, y compris le FPI, va préconiser, c'est la voie qu'a suivie l'Afrique du Sud. Et c'est ce que nous avons recommandé. À savoir, il n'y a pas un pays qui a subi des humiliations aussi atroces que l'Afrique du Sud. Mais lorsque Mandela est sorti de prison, eh bien Mandela n'a pas pris de revanche. Il a tendu la main et dans la vérité, parce qu'il faut que la vérité soit sue pour ne plus que l'histoire se répète. Il faut donc qu'on connaisse ceux qui ont armé les rebelles, ceux qui ont financé les rebelles, ceux qui les ont entraînés, leurs complices africains et internationaux. Il faut qu'on sache tout ça et qu'on prenne les mesures pour que plus jamais cette rébellion
Et cette crise ivoirienne ne se répète. Donc la vérité doit être reçue. En plus de la vérité, il faut se réconcilier et mettre en place tous les mécanismes institutionnels pour éviter que cette crise-là se répète. Et nous ne sommes pas dans des problèmes de revanche qui, dans tous les cas, ne pourront pas finir. Parce que vous vous vengez aujourd'hui, demain, il y a alternance, les autres aussi vont se venger. Donc on ira de destruction en destruction. Un cycle infernal qui n'aboutira nulle part qu'à la pauvreté généralisée de la Côte d'Ivoire et partant un mauvais exemple pour tout le continent africain. Nous voulons donner le bon exemple. Alors, vous avez mentionné la vérité. Alors, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara quand on voit un peu qu'il a quand même essayé de mettre en place certaines infrastructures. Les élections se sont déroulées dans un climat de paix. Donc, qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara? Alors, vous savez, dans les cimetières aussi, il y a la paix. Il y a la paix au cimetière. Nous ne sommes pas encore... Il y a la paix en prison, il y a la paix au cimetière, il y a la paix là où on viole violemment les droits. La Côte d'Ivoire, au moins, n'est pas encore un cimetière. Ben, la Côte d'Ivoire est pratiquement un cimetière quand on voit le génocide qui a été causé à l'Ouest et toutes les violations des droits de l'homme jusqu'à l'assassinat ciblé de certaines personnes en Côte d'Ivoire. On voit bien que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un grand cimetière et une grande prison, puisque vous n'avez même plus la liberté de penser différemment. Donc voilà un peu. Donc disons qu'il faut faire la part des choses. M. Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, près de 200 projets prêts à porter, avec le financement bouclé. Or, tout gestionnaire de projet sait que le plus difficile, ce n'est pas la réalisation du projet, c'est la conception, la recherche du financement et après sa réalisation. Et donc, dès qu'il est arrivé, Laurent Gbagbo n'attendait que l'annulation de la dette pour lancer, disons, à grande échelle, les travaux de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il attendait. Sinon, les grands travaux avaient été déjà initiés sous Laurent Gbagbo, conçus, et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008, l'autoroute, le troisième pont, etc. Tous ces projets-là étaient pratiquement en démarrage lorsque M. Ouattara a pris le pouvoir. Les seuls projets que M. Ouattara a initiés, ces projets-là sont encore au stade de la conception. Je vais vous donner un seul exemple. La prison de San Pedro. C'est une idée géniale de M. Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé concevoir une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. Mais lui, le seul projet auquel il a pensé, qu'il est en train de concevoir, c'est de construire une grande prison à San Pedro pour améliorer le droit des prisonniers, puisqu'on l'accuse de violation des droits de l'homme dans les prisons. Voilà le seul projet. Et ce projet-là, il est encore en conception. Le financement n'est pas bouclé. Donc si Ouattara n'avait pas trouvé tous ces projets-là ficelés, bouclés et le financement mobilisé, eh bien, il allait être encore au stade de conception et rien ne se serait produit en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo a semé, Ouattara ne fait que récolter ce que Gbagbo a semé. Si Laurent Gbagbo est libéré aujourd'hui, quelles sont selon vous les priorités auxquelles il devra s'atteler en ce qui concerne les attentes du peuple ivoirien? Restaurer la démocratie. Restaurer la démocratie pour que le pouvoir revienne au peuple des Côtes d'Ivoire. Dans tous les domaines, politiques, économiques, social, culturels, etc., etc. Parce que c'est le processus qui était engagé. Vous savez, quand vous prenez la Côte d'Ivoire a été gouvernée sous le parti unique, avec un seul chef tout-puissant qui décidait pour tout le monde. Eh bien, le processus démocratique qui a été engagé avec la vision de Laurent Gbagbo, eh bien, aboutit en Côte d'Ivoire au multipartisme, c'est-à-dire l'existence de plusieurs partis. Mais l'existence de plusieurs partis n'est pas encore la démocratie. La démocratie suppose la rétrocession du pouvoir au peuple. Et c'est pour cela, en 2000, son slogan de campagne, c'était « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende ». Et ça a commencé par quoi? Par la décentralisation politique et la communalisation de toute la Côte d'Ivoire pour que les projets de développement se conçoivent au niveau local. Aujourd'hui, le cacao profite à qui? À 4 grands groupes qui s'accaparent la moitié de la production, de la richesse nationale et qui vendent à leur profit. Le plus difficile dans le cacao, c'est quoi? C'est produire. Vendre, c'est le plus facile.
Aujourd'hui, on a des commerçants un peu partout. Et les paysans eux-mêmes peuvent devenir des commerçants. La vision de Laurent Gbagbo, c'est de retrocéder toute la filière aux paysans pour qu'ils s'autogèrent et qu'ils soient capables de vendre eux-mêmes leurs produits. Pour que la richesse revienne à la Côte d'Ivoire et que l'État soit un régulateur de ce secteur-là. Donc voilà sa vision. Donc retrocéder le pouvoir, c'est la philosophie du FPI et c'est la philosophie que nous sommes prêts à continuer si nous revenons au pouvoir. Et puis, non des moindres, engager la Côte d'Ivoire sur le chemin du panafricanisme. Quand on parle de panafricanisme, ce n'est pas un mot ni un slogan pour faire joli. C'est d'abord, avant tout, mettre en place les institutions africaines qui reprennent les responsabilités assumées aujourd'hui par l'Occident. En termes de monnaie, en termes d'armée, en termes de banque, et puis en termes d'infrastructures. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont permettre de développer industriellement l'Afrique et de ne plus chercher ailleurs qu'en Afrique lorsqu'on a des besoins à satisfaire, lorsqu'on a des achats à faire. Parce que toutes les matières premières sont en Côte d'Ivoire, en Afrique. Qu'on fasse comme tous les autres pays émergents l'ont fait, qu'on se batte pour que les prix du cacao et disons la justice en matière de gestion de nos matières premières nous reviennent. Le Moyen-Orient, avec un seul produit, le pétrole, et avec le contrôle de la production et de la commercialisation, ils inondent le monde entier de pétrodollars. L'Afrique a du pétrole, du diamant, de l'or, du coltan, etc. C'est-à-dire tous les produits qu'on trouve dans le tableau de la chimie moderne. C'est-à-dire tous les éléments du tableau de la chimie moderne, nous les avons. Donc nous sommes capables de nous autosuffire pourvu qu'on prenne en main nos destins et ne plus tendre la main. Oui, en effet, nous avons un continent très riche, mais qui malheureusement, dont la richesse malheureusement ne profite pas du tout aux populations. Avant de nous quitter, j'aimerais quand même que vous nous donniez votre mot de fin. Vous avez donné une très belle illustration de Laurent Gbagbo, non pas en tant que personne, mais en tant qu'idéologie. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu, lancer cet appel aux fanatistes, ceux qui ont décidé d'en faire une icône sans pour autant aller dans la profondeur de son idéologie, et aussi à tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Comment réveiller la conscience africaine et aller de l'avant? Vous savez, le risque qui attend l'Afrique, c'est ce qui est arrivé aux Amériques. Aujourd'hui, les propriétaires de l'Amérique, comme on les appelle, les Indiens, c'est-à-dire ils sont étrangers sur leur propre sol. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique, eh bien, c'est une recolonisation aussi bien démographique qu'économique du continent africain. Je vais vous donner un seul exemple. Depuis que la Côte d'Ivoire est sous le contrôle de M. Ouattara, eh bien, il y a eu, avant les élections de 2015, 2 200 000 nouveaux Ivoiriens. C'est-à-dire qui ont obtenu la carte d'identité nationale tout simplement parce qu'ils ont été convoyés pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Ils sont 2 200 000. Heureusement, ils n'ont pas été injectés sur la liste électorale. Il y a eu séparation de la citoyenneté et de la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'ils sont des nouveaux Ivoiriens. Il faut attendre 5 ans pour qu'ils soient électeurs. Et donc, ce changement, or les 2 200 000, c'est exactement le nombre de voix qu'a eu le président Laurent Gbagbo lors des élections de 2010. Ça veut dire quoi? La volonté de ce nouveau régime-là, c'est de noyer l'électorat ivoirien avec un électorat fabriqué de toutes pièces. Pour faire de la Côte d'Ivoire un véritable bastion de la France-Afrique et ne plus que les patriotes ou les souverainistes puissent démocratiquement, même démocratiquement, prendre le pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se passer dans tous les pays qui oseront emprunter la voie de la souveraineté, la voie de la liberté, la voie de l'indépendance vraie pour assumer leur propre destin. Voilà ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Donc, tant que Laurent Gbagbo restera en prison, eh bien, il faut savoir une chose, l'idée de souveraineté sera en prison et tous ceux qui vont emprunter cette même voie-là vont subir les mêmes conséquences d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a plusieurs façons d'être déportés.
On peut être déporté en étant en prison dans son propre pays. On voit des chefs d'État qui ne peuvent même pas prendre une seule décision sans se référer à la France. On peut être en prison en étant incapable de regarder son peuple dans les yeux. On peut être en prison de multiples façons. Et on peut être en prison en étant complètement liquidé. Voilà comment est-ce que nous devons voir ce qui se déroule aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'on prenne conscience que ce qui se passe, c'est une recolonisation du continent africain. Pour la survie de l'économie occidentale face à la concurrence chinoise qui devient comme irrésistible parce que la compétitivité de l'économie chinoise envahit le monde entier. Et donc face à cette émergence d'un dragon chinois, face à un Occident, je dirais, décadent, eh bien, la guerre est rude. Et l'Afrique constitue l'enjeu fondamental. Chaque Africain doit être un soldat de la souveraineté. Chaque Africain doit prendre conscience qu'il doit se battre pour libérer le continent et emprunter la voie de la fédération. Nous avons besoin d'une armée fédérale, nous avons besoin d'une cour fédérale pour juger tous ceux qui commettent des crimes contre l'Afrique. Nous avons besoin d'une monnaie fédérale, d'une banque fédérale et aussi des infrastructures fédérées qui puissent permettre à chaque citoyen africain d'aller partout où il veut. Nous avons besoin de construire l'Afrique souveraine, indépendante et fédérée. Voilà un peu le message que je vais lancer à chaque citoyen et à chaque Africain. Désolée, j'ai dit que c'était votre dernier mot, mais une dernière question. Alors, est-ce que les Africains sont prêts à mettre toutes ces belles infrastructures en place? Les Africains sont prêts. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont dans les liens de la France-Afrique. Accord de coopération militaire qui constitue une prise d'otage de ces chefs d'État. Parce que dès lors que vous déraillez par rapport à la feuille de route de la France-Afrique, eh bien, on vous génère un coup d'État ou une rébellion. Et pour donc éviter de subir ce que la Côte d'Ivoire a subi, il reste dans les rails. C'est au peuple de prendre conscience que leur destin est entre leurs mains. De sortir de l'idolâtrie. De sortir et de penser qu'un être aussi supérieur soit-il va faire leur bonheur. La démocratie a ses exigences, c'est que nous devons aller vers plus de responsabilité pour le peuple et que le peuple prenne en main son propre destin. Et c'est en empruntant ce chemin-là que le peuple africain va pouvoir se libérer de la politique de leur élu et donc va pouvoir décider à la place de l'élu qui doit être tout simplement un exécutant de la volonté du peuple. Parce que le vrai sens de la démocratie et de la souveraineté, c'est que la souveraineté appartient au peuple et aucun individu et aucune section du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Et donc, il faut que chaque citoyen prenne conscience qu'il est le décideur et l'acteur de son propre destin. Merci beaucoup, docteur, monsieur le ministre. Merci. Peuple africain, vous avez entendu, prenez votre destin en main. Donc c'est sur cette note que s'achève cette édition. Nous étions en compagnie donc de Dr Aoua Domelo, qui est ministre de l'équipement et porte-parole du dernier gouvernement de Laurent Gbagbo. Merci de nous avoir suivis encore une fois et restez connectés sur nos antennes. Au revoir.